j'évolue en Ghana. Je m'appelle Isis, je travaille pour New Africa Magazine. Et donc, je n'ai pas suivi le débat et les questions, donc mais j'ai juste 2 ou 3 questions à poser. J'ai lu dans votre flyer ni continuité ni alternance, et le panafricanisme doit être le salut pour l'Afrique. Mais ça fait plus de 50 ans qu'on est là, on est dans les débats et tout le monde est panafricaniste. Donc j'aimerais bien savoir qu'attendez-vous par là, ni continuité ni alternance, que le panafricanisme est le salut pour l'Afrique. Mais on voit qu'on n'avance pas. Donc où est le problème? Est-ce que les Africains du terrain, la masse de la population africaine aujourd'hui, est-ce qu'ils s'identifient là-dedans? Sinon pourquoi? Parce que dans leur quotidien, le panafricanisme ne compte pas. Donc il y a un problème quelque part. Ce n'est pas le panafricanisme ni l'idéologie qui les nourrit, qui envoie leurs enfants à l'école, la jeunesse, trouver leurs emplois. Le panafricanisme n'a pas un sens pour eux. Donc il faut s'interroger, savoir où est situé le problème. Et le panafricanisme existe dans les niveaux vraiment, c'est l'Union africaine, ça existe là et ça se termine institutionnel, ou bien dans les groupes intellectuels comme on se trouve ici. Mais quand tu regardes le terrain, les situations restent toujours pareilles. On peut débattre ici des années et des années, mais quel est le problème? Pourquoi on n'avance pas? Et j'aimerais savoir quelle solution vous ici proposez. Quand tu parles de continuité, moi j'ai un problème à ça. Donc je m'interroge surtout sur cette idéologie panafricaine. Est-ce qu'il faut trouver une autre façon de voir cette idéologie, s'interroger même sur cette idéologie et voir peut-être c'est ça aussi, il y a un problème quelque part. Parce qu'on a nos dirigeants aussi qui nous dirigent, et certains on connaît, la plupart en fait. On ne peut même pas compter sur eux pour avancer l'Afrique, mais ils sont tous panafricains. Et donc, il y a un problème quelque part. J'aimerais bien si vous m'expliquez comment est-ce que vous analysez toute cette situation. On peut parler des années, mais il n'y a pas un changement. La population, la masse ne sent pas cette idéologie dans l'air. Donc, où est le problème? J'aimerais bien savoir comment vous vous situez dans cette débat. Est-ce que peut-être qu'on va prendre une deuxième question? Oui, je vais peut-être rejoindre un peu ce qu'elle veut dire. Je voudrais savoir si vous avez déjà douté en fait. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Est-ce que l'Afrique est prête pour la démocratie, pour la paix, pour toutes ces choses dont on parle? Et parce que moi, une fois, je me la suis posée et je m'en suis voulu. Et de me poser ce genre de questions, parce que c'est un peu bizarre de se dire est-ce que l'Afrique est prête? Je ne pense pas que les gens aient envie de vivre toujours toutes les guerres, les problèmes économiques, sociaux. Donc maintenant, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous avez déjà eu un doute à un moment donné? Bon, je pense que ces questions sont bienvenues. New Africa Magazine, c'est ça? Je pense qu'il y a une escroquerie intellectuelle sur le panafricanisme. La façon de faire cette confusion sur le panafricanisme et les chefs d'État africains, l'Union africaine, c'est la victoire en fait, je dirais, des anti-panafricanistes, on va dire, pour faire simple. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique a une histoire, a une explication rationnelle et logique. On ne peut pas juste les aborder comme ça. Il y a une histoire économique, une histoire politique contemporaine de l'Afrique. Il faut prendre les choses rationnellement pour voir où se trouve le problème. Le problème, ce n'est pas dans l'idéologie panafricaniste, ce n'est pas dans les populations qui ne sont pas prêtes. Hier, les populations africaines, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, ont combattu les travaux forcés. Dans les brousses,
C'était plus périlleux. C'était plus confortable, plus commode pour les colonisateurs de tuer dans ces brousses-là, puisqu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. Mais les populations ont fait la résistance. La décolonisation n'est pas la volonté des maîtres, c'est la réalité des rapports de force. Parce que les leaders de l'époque avaient su dire aux populations quelle est la racine du problème. Pourquoi les mêmes populations qui se sont manifestées hier contre la colonisation ne sont pas capables de se manifester hier contre les dominations actuelles? Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut expliquer l'histoire contemporaine, pourquoi on en est là. Il y a une escroquerie intellectuelle sur le panafricanisme. Il faut juste rappeler qu'en 1963, quand on crée l'OUA, il y a deux courants. Le courant qui a gagné, il faut le dire, c'est le courant des Houphouët-Boigny. C'est ce courant qui gouverne l'Afrique. Ce ne sont pas les panafricanistes de l'autre bord, c'est-à-dire que le groupe dit de Casablanca. Donc, l'OUA, quelle que soit sa forme apparente, ce n'est pas le panafricanisme rigoureux. Est-ce que l'OUA a mis en place une armée commune? Non. Est-ce que l'OUA a mis en place une diplomatie commune? Non. Est-ce que l'OUA a mis en place une constitution qui protège les matières premières? Non. Ce que je viens de dire, c'est le panafricanisme rigoureux. C'est ce qui a été proposé par le groupe d'en face, qui a échoué, c'est-à-dire qui a été composé par les Nkrumah et les autres. Donc on peut beau marier l'OUA de tous les attributs, ce n'est pas le panafricanisme. L'UA a beau dire que nous voulons aller vers les États-Unis, ce qu'ils avaient refusé en 1963. Ce n'est pas le panafricanisme. Je tiens juste à rappeler qu'après 1963, un an après, les mêmes ont consacré l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire qu'ils ont consacré les décisions de Berlin de 1885. C'est ce qui gouverne l'Afrique. Nous sommes autour de 89, 90, 91, on dit la guerre froide est terminée. Mais la fin de la guerre froide ne suppose pas la fin du néocolonialisme. On dit maintenant la guerre froide est terminée, il faut se battre pour des élections transparentes. Ce que j'expliquais tout à l'heure avant que vous n'arriviez, c'est que l'élection ne veut pas dire souveraineté. Puisqu'on a déjà fait des élections en Afrique sans la souveraineté. Je venais de l'expliquer tout à l'heure. Ce qu'on appelle la loi 4 en 56-57, c'est déjà des Africains qui sont élus par leur population. Et il y avait un texte public, il faut acheter la loi 4, fait sur Internet, fait par la France, qui organisait la limitation de pouvoir. Donc vous pouvez passer par l'élection sans avoir le pouvoir de décider sur l'ensemble de votre destinée. Ce n'est pas Léon Mba qui décidait des relations extérieures du Gabon en 57-58. Ce n'est pas Opango qui le faisait non plus. Pourtant, ils étaient élus. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans la même situation sans le cadre. Mais il faut que l'impérialisme assume, comme ils ont assumé le code noir, comme ils ont assumé le code de l'indigénat, comme ils ont assumé la loi cadre. Mais il faut qu'ils fassent un texte aujourd'hui qui dise que les élections, ce n'est qu'une façon de mettre nos préfets en place. Pourquoi ils ne veulent plus le faire? Donc, dans ces conditions-là, dire que nous sommes dans le panafricanisme, ce n'est pas vrai. Donc, nous, la solution que nous proposons, c'est que les panafricanistes ont été éjectés du champ politique depuis la disparition des Nkrumah, progressivement de tous ces leaders-là. Il faut que ces panafricanistes d'aujourd'hui reviennent dans le champ politique, puisque toutes leurs revendications sont politiques. Vous ne pouvez pas réclamer les États-Unis, vous ne pouvez pas réclamer la monnaie, la diplomatie commune, et être à l'extérieur, dans une espèce de confort, et attendre de notre délit qu'il le fasse. Et chaque jour, on s'énerve que Sassou Nguesso ait pris une mauvaise décision. Mais vous voulez qu'il est là pour prendre ces mauvaises décisions. Ils ne le feront pas. C'est pourquoi nous avons créé une organisation. Nous ne sommes pas un organe de presse, hein. Nous sommes une organisation politique qui a pris concrètement ses responsabilités, qui se déploie dans les territoires africains. Nous ne sommes pas cachés. Nous avons publié des textes depuis 6 ans. Nous faisons des conférences en conférences sur le continent africain. Nous allons le dire, nous allons le proclamer, nous allons aider la jeunesse à comprendre les enjeux. Il faut qu'ils reviennent dans le champ politique, les panafricanistes. Qu'ils aillent aux élections, qu'ils se battent sur tous les plans, qu'ils aillent dans les élections municipales, qu'ils proposent, qu'ils divulguent, qu'ils diffusent la question de la dette, la mystification sur la dette, qu'ils délégitiment le FMI, la Banque mondiale.
Ces dettes odieuses doivent être expliquées aux populations. Dites-moi quelle est la seule élection en Afrique qui a au cœur des débats la question de la monnaie, la question de la dette, la question de la concessionnation des matières premières. Strictement rien. Mais c'est ça le cœur du problème. Pourquoi on vote alors? On vote pourquoi? Donc, nous considérons que ces éléments-là sont le cœur de l'idéologie panafricaniste. Si ces éléments ne sont pas dans le programme politique de M. Sassou Nguesso, dans le programme politique de M. Idriss Déby, ce ne sont pas des panafricanistes. On peut se proclamer panafricaniste. Je vais faire juste un parallèle. L'Amérique latine a connu le même problème. Avant que Chavez n'arrive, tous les présidents qui étaient au pouvoir, souvent sécrétés par l'impérialisme américain, en Amérique du Sud en général, se réclamaient bolivaristes. Comme les présidents africains font aujourd'hui avec le panafricanisme. Ils ont galvaudé le bolivarisme. Qui a redonné ses lettres de noblesse au bolivarisme? C'est Hugo Chavez. C'est lui qui a nationalisé le pétrole, qui a pris l'argent du pétrole, qui a payé, qui a fait construire des écoles partout, ainsi de suite. On a beau l'insulter en Occident, nous considérons Hugo Chavez comme un modèle. Dans ce sens-là, la capacité de reprendre le contrôle de ses ressources. C'est ça le panafricanisme. Et un clin d'œil, il y a un lien entre le bolivarisme et le panafricanisme. Parce que les Haïtiens, les révolutionnaires haïtiens, ont été aidés sinon Bolivar. Donc je vous laisse Hamza te poursuivre. Oui, non, je pense que le président a dit l'essentiel au niveau des réponses. Il y a un problème de dépolitisation des Africains, aussi bien des masses que des élites, c'est-à-dire que nous avons des élites qui ne pensent plus la question politique, qui l'ont totalement déléguée à des personnes mises en place, mises au pouvoir, et donc ça pose la question des différentes classes sociales, quelle ligne politique elles peuvent encore aujourd'hui représenter. La question économique aussi est centrale, c'est-à-dire qu'on asphyxie aujourd'hui nos populations par du contrôle qui est purement économique, matériel, c'est-à-dire qu'on instaure les conditions de vie matérielle qui empêchent la population justement de penser le politique. Donc on va faire exprès de couper l'eau, de ne pas mettre d'eau, de ne pas mettre d'électricité, de faire en sorte de maintenir la population, les populations dans des conditions inhumaines et dégradantes. Tout ça c'est organisé. Les famines, le délestage, tout est organisé. Tout est organisé. Parce que depuis plus de 50 ans, on ne peut pas penser qu'avec toutes les richesses dont disposent nos États, nous ne soyons pas capables de construire ce type de système. Certains pays étaient partis sur cette voie, on a vu ce qu'il en est advenu. Le cas du Burkina Faso, en 4 ans, Thomas Sankara a radicalement modifié pas mal de choses dans son pays, avant d'être éliminé dans les conditions que l'on connaît. Lorsque Blaise Compaoré s'est fait chasser du pouvoir et exfiltré par la France, qui ne l'a pas du tout caché, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait très clairement une vacance du pouvoir. Mais les forces politiques, sociales, n'étaient pas prêtes. Ceux qui ont récupéré le pouvoir étaient plus ou moins liés à l'ancien système. Donc c'est la question d'être prêt, c'est une question qui se pose réellement. Il faut que nous nous préparions parce que les choses peuvent arriver très rapidement. Les choses peuvent arriver très rapidement, donc il faut que nous ayons aujourd'hui une capacité à analyser l'ensemble de la géopolitique sur le continent africain, les relations entre les différents États, les relations également entre l'Afrique et le reste du monde, pour être capable de nous positionner. Si dans tel pays cela bouge de cette manière-là, comment nous pouvons-nous profiter de cette situation pour d'une part améliorer le sort des populations et en même temps proposer une alternative politique qui très souvent est rejetée par les partis politiques nationaux qui voient les choses selon un cadre très micronationaliste. Alors qu'il faut au contraire ouvrir les éléments de réflexion, puisque très souvent, ceux qui nous dominent sont organisés en archipel de domination. Les élections au Bénin, ça se joue entre Abidjan et Libreville. Les élections à Libreville, ça se joue pareil entre d'autres capitales africaines qui toutes remontent sur Paris, Bruxelles, Londres ou Washington. Donc ceux qui sont en face sont organisés de cette manière-là. Donc si nous-mêmes, nous ne nous organisons pas en contre-système, et le panafricanisme est précisément un système, eh bien nous serons à chaque fois en retard sur les différentes opportunités. L'histoire du panafricanisme, c'est une histoire de succession d'occasions ratées. Il y a eu beaucoup d'occasions d'aller vers le panafricanisme. Ce qui est très simple, c'est l'union de deux États indépendants qui décident de manière souveraine de fusionner pour créer une souveraineté beaucoup plus forte. Ça n'a jamais été réalisé
sur le continent africain en plus de 50 ans. Au contraire, on a mis en place l'intangibilité des frontières, qui n'a pas empêché de créer via les Nations Unies le Soudan du Sud, dont on voit que c'est encore une vaste escroquerie, puisque cet État, dès qu'il est devenu indépendant, est entré dans une guerre civile pour se balkaniser à nouveau entre factions rivales, entre le vice-président et le président. La manière dont la Libye est en train d'être éclatée, la manière dont le Mali est en train d'être éclaté, la manière dont on aimerait, d'une certaine manière, aussi annexer le Kivu et le rattacher donc au Rwanda, pour faire éclater d'autres parties du Congo-Kinshasa. Tout ça, ce sont des enjeux qui sont très importants et sur lesquels on doit, je pense, être très vigilant et être en mesure de préparer les populations à un certain nombre de propagandes auxquelles elles devront faire face. C'est un travail qui est conséquent, c'est un travail de repolitisation des masses, c'est un travail sur lequel on a raison, parce que même les chefs d'État néocolonialistes qui dirigent les États africains aujourd'hui reconnaissent que Nkrumah avait raison quand il proposait les États-Unis d'Afrique, sauf qu'eux n'ont pas le background et n'ont pas surtout l'envie d'aller dans cette direction-là. Donc c'est à nous de l'imposer du point de vue de la masse critique, pour faire en sorte que dans les années qui viennent, par rapport aux régimes qui sont en place et qui vont tomber les uns après les autres, les régimes vont tomber. Dans 10 ans, il y a beaucoup de régimes. Dans 10 ans, je pense que la moitié des régimes en place en Afrique ne seront plus en place. Parce qu'il y a des choses qui montent, il y a des choses qui s'organisent. Il y a aussi la situation de l'Europe, des États-Unis, de la Chine. Il y a d'autres acteurs internationaux qui sont présents. Et les choses sont vraiment en train d'évoluer. Donc il faut que nous-mêmes soyons prêts, que nous comprenions que nous devons jouer aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, et être en mesure d'apporter les éléments qui permettent donc de trouver le meilleur moyen de favoriser l'émancipation et l'autonomie des populations. Donc ce sont des éléments qui doivent être nécessairement inscrits dans un cadre politique. Je voulais juste ajouter ni alternance ni continuité. Ça ne veut pas dire que nous sommes pour le statu quo. C'est-à-dire que c'est vous dire nous sommes pour l'alternative, pas les alternances. J'expliquais dans le texte introductif, quand on dit alternance, ça veut dire qu'on veut que dans le même système, qui est simplement une rotation. C'est-à-dire que le système est bon globalement, c'est peut-être les mains ou les hommes qui dirigent ce système qu'il faut changer, ou leur manière de faire. Mais en Afrique, il s'agit réellement d'une alternative, parce que le système est structurellement mauvais. Quand vous avez des pays qui ont des économies extraverties, des systèmes éducatifs encore avec les germes de la colonisation qui créent l'aliénation. Il ne s'agit pas juste de changer un programme de santé ici ou là. C'est fondamentalement ça. Or, si les élections ne les mettent pas au cœur, il n'y aura pas ce changement structurel. Et pour partir sur la question de est-ce que les Africains sont prêts pour la démocratie, pour ces changements? Oui, naturellement. Mais quels sont les leaders qui sont capables de leur expliquer concrètement ce qu'il faut, puisqu'ils ont montré par le passé qu'ils se sont souvent mobilisés dans le sens de leur souveraineté. Les Africains d'hier ne sont pas plus importants que les Africains d'aujourd'hui. Ce sont des humains qui ont cette envie d'avoir leur souveraineté. Ils veulent vivre, ils veulent avoir une maison, une voiture, des amis, une vie heureuse, paisible. C'est humain ça. Donc il y a bien un lien entre la recherche de la souveraineté pour que les ressources puissent permettre à ce que les jeunes Africains qui vont mourir dans les embarcations de fortune trouvent l'emploi sur place et la transformation locale. C'est-à-dire quand nous réclamons la souveraineté, ce n'est pas juste une réclamation comme ça. C'est pour que les ressources qui sortent du continent, il n'est pas normal que des ressources comme l'uranium et autres et tout fassent la plus beau temps des industries d'armement dans le monde, alors que à côté des enfants au Niger, il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'électricité. C'est ça le problème. Il y a bien un lien entre les deux, il ne faut pas nier ça. Sébastien, puis, pardon, peut-être que je vais juste reprendre une question. Moi, je pense que pour repolitiser, il faut reproposer des projets. Et il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dynamique des BRICS. Une alliance justement de pays qui se sont dotés de nouvelles, libérer l'Afrique du FMI. Il faudrait même, pour ma part, je pense, libérer la France des tutelles européennes et de l'euro, qui sont aussi des tutelles financières qui nous ont fait abandonner notre souveraineté. Et les BRICS ont créé justement une banque asiatique d'investissement dans les infrastructures
Aujourd'hui, ça, c'est peut-être une solution pour l'Afrique. Et je ne sais pas, pour parler quelque chose de positif, il y a l'Éthiopie qui vient de construire son premier train à grande vitesse. Il y a le Nigeria également qui a inauguré son premier train à grande vitesse. Il y a d'autres projets comme le Transaqua pour revitaliser la Tchad. Il y a la muraille verte. Il y a des projets partout. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut avoir une vraie ligne politique, il faut aussi éduquer les gens sur ces projets. Parce que le non-développement a été organisé. Et pour sortir les gens de ce lavage de cerveau, c'est-à-dire cette habitude à la misère finalement, il faut leur donner aussi un sens qu'il y a des projets qui vont les sortir de la misère. Et c'est marrant de voir que Trump, moi je ne soutiens pas du tout Trump aux États-Unis, mais son grand discours qu'il a entre parties fait gagner, c'est investir massivement dans les infrastructures. Parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique où on détruit les capacités de développement, c'est partout dans le monde. Aux États-Unis, aujourd'hui, les ponts, les routes, les ports, tout ça tombe à l'eau. En France, c'est pareil. 70% des routes en France ne sont plus maintenues. Donc c'est vraiment une oligarchie qui organise le sous-développement généralisé. Et je pense que la bataille pour les projets concrets, et je ne sais pas si vous, la Ligue panafricaine du Moja, par exemple, proposez, et c'est, je pense, très polémique, que les pays d'Afrique rejoignent justement cette banque asiatique d'investissement dans les infrastructures plutôt que le FMI, puisque aujourd'hui, les pays ont le choix. Sébastien, je pense que nous sommes déjà en discussion avec les BRICS. La Ligue panafricaine du Moja discute avec toutes les initiatives internationales qui organisent un multilatéralisme différent de ce que le FMI et la Banque mondiale proposent. Avant les BRICS, nous étions déjà intéressés par la Banque du Sud proposée par le président Correa. Le président Correa qui, pour bien comprendre, c'était un ancien du FMI, qui a été ministre des Finances comme la plupart des ministres des Finances cooptés par le FMI pour son pays. Une fois qu'il est venu pour appliquer les programmes d'ajustement structurel en Équateur, il s'est rendu compte des dégâts sociaux que cela faisait. Il s'est dit, mais c'est pas possible, depuis mon bureau à Washington, voilà ce qui se fait sur le terrain. Le programme que nous construisons pour des pays. Correa a dû changer de cap. Il a été soutenu par Chavez. Une fois qu'il a eu le soutien de Chavez, il est parti faire campagne contre les programmes d'ajustement structurel. Il a fini par être président. C'est lui qui est à l'initiative de la Banque du Sud, que nous avons étudiée d'ailleurs avant que les BRICS nous sortent de cette initiative. Non, nous sommes complètement dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'il faut encourager toutes les initiatives internationales qui proposent un autre multilatéralisme beaucoup plus respectueux des peuples, beaucoup plus respectueux du développement et ainsi de suite. Le FMI et la Banque mondiale n'ont pas été créés pour le développement. Ils ont été créés pour réparer les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale et surtout pour éviter que les pays, enfin le communisme ici en Europe monte et que l'URSS puisse gagner en tout cas des soutiens du côté de l'Europe occidentale. C'est ça la personne de FMI et la Banque mondiale. Le général Marshall, qui a été mis à tête du FMI et de la Banque mondiale, avait une mission bien claire, une mission stratégique dictée par le Trésor américain, Washington, pour faire ce travail. Ça a été fait. Et après, on a réajusté les missions du FMI et de la Banque mondiale vers le continent africain, vers d'autres espaces. Le FMI et la Banque mondiale intègrent la notion stratégique des États-Unis. Ça, c'est très important. Donc, quand ils viennent avec des programmes économiques, ces programmes économiques intègrent la dimension stratégique. Il faut l'expliquer au peuple. C'est ce que nous faisons comme explication, comme pédagogie depuis des années auprès des populations, auprès des élites, pour qu'ils comprennent cela, et ainsi de suite. Donc les projets, il faut les mener, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que la question précédente qui consistait à dire est-ce que les Africains sont prêts au changement, mais ça, ça rentre dans le cadre du fatalisme qui a été organisé. On ne peut pas nous comprendre qu'un peuple qui a derrière lui tant de civilisations florissantes, merveilleuses, ne puisse plus être capable aujourd'hui de se donner un autre avenir que celui qui lui est proposé, soit vous suivez, soit vous crevez. C'est ce qui se passe sur le continent. Donc l'élite africaine est dans un discours qui consiste à dire soit c'est le pragmatisme, soit vous mourrez. Et ils entretiennent en fait ce genre de choses. Entre élites africaines, ils entretiennent ce genre de choses. Les discussions que nous avons avec les partis politiques africains, souvent, c'est que vous allez trop loin. Alors que ce que nous proposons, nous considérons comme le minimum de ce qu'il faut faire. Et pour eux, vous allez trop loin. Trop loin. Donc c'est bien le problème, le paradoxe qui est proposé là-dessus. Oui, non, sur effectivement le système de Bretton Woods, il n'était pas du tout adapté au continent africain. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que la France a fait rentrer donc, la question du franc CFA, notamment, qui permet de dire de manière assez anecdotique que si la France n'a plus de souveraineté monétaire, elle contrôle la souveraineté monétaire sur les monnaies de ses anciennes colonies. Donc c'est assez paradoxal.
de voir qu'un pays qui n'a plus de souveraineté monétaire est souverain sur la monnaie de ses anciennes colonies. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une petite part de souveraineté monétaire dont dispose ce pays et qui fait l'objet de beaucoup de débats. La Banque asiatique de développement, les BRICS, sont effectivement des projets, je pense, intéressants, qui doivent surtout nous amener aussi à penser notre propre projet de point de vue panafricain, une banque panafricaine de développement, qui est tout à fait possible, et surtout réfléchir, je crois, sur la question de la fiscalité, notamment vis-à-vis des multinationales, parce que ce sont elles qui sont les plus grandes prédatrices aujourd'hui sur le continent africain. Ce sont elles qui maintiennent en vie donc, ce capitalisme sauvage. Ce sont elles qui viennent piller les ressources qui permettent par exemple de construire des armes ensuite revendues pour maintenir ce cercle vicieux. Donc il y a la question de la fiscalité qui me semble importante. Et puis la deuxième question, c'est celle du droit, puisque le droit est souvent lié au rapport de force, c'est souvent le droit du plus fort. Donc comment repenser dans ce cadre-là un droit international différent? Comment repenser un droit des affaires différent, un droit commercial différent, un droit maritime différent? Très récemment, il y avait une rencontre à Lomé sur la sécurité maritime. Bon, c'était quelque chose d'absolument ridicule quand on sait que tout cet espace-là du golfe de Guinée, il est contrôlé par les Américains qui souhaitent surtout que les Chinois, les Russes et les Japonais ne viennent plus y mettre le nez. Donc derrière ces enjeux juridiques, fiscaux, économiques, monétaires, il y a toujours ces rapports de force géopolitiques. Et enfin, sur le troisième point, la question des projets, bien évidemment, je pense que c'est une question importante. Si on veut mobiliser les énergies, il faut être en mesure d'apporter des projets qui peuvent bien évidemment dépasser l'échelle du continent africain, mais pour lesquels les populations africaines doivent voir leur intérêt, aussi bien du point de vue de l'embauche, de la formation professionnelle, que de l'amélioration de leur cadre de vie. Donc ce sont des points à construire. L'arrivée de la Chine, la visibilité croissante de la Chine sur le continent africain pose beaucoup de questions. Il y a des aspects relativement positifs et beaucoup d'aspects qui me semblent pernicieux et vicieux à long terme. Je crois qu'il y a également d'autres puissances qu'on ne voit pas, mais qui sont très présentes sur le continent africain. Je pense à Singapour, qui est très présent, Dubaï, très présent, Israël, très présent, le Qatar, bref, des petites entités dont, du fait de leur taille, on ne voit pas en fait leur dimension impérialiste, mais qui sont très présents et qui travaillent. Donc ça aussi, je crois que ça doit nous alerter sur la capacité en fait à trouver donc, cette sorte de bouclier juridique, et en même temps de ce bouclier juridique, des canaux qui permettent à la diaspora d'être réellement privilégiée justement dans la mise en place des projets, dans le financement des projets, dans les appels d'offres, dans ce type de choses. Donc c'est un point sur lequel on peut travailler, sur lequel on doit travailler, aussi bien donc, au niveau des territoires qu'au niveau, je dirais, continental. Dans la lutte que nous menons, et dans toute lutte d'ailleurs, il y a aussi une lutte, un concours d'intelligence. L'intelligence de la lutte, j'entends. C'est-à-dire que quand je dis organisation, nous ne passons pas trop vite ce mot. Organisation, ça veut dire qu'il faut trouver, dans le cadre de quelque chose, de réfléchir, mais de nous obliger à trouver les voies et moyens pour chaque territoire à être mieux organisé que l'adversaire. C'est très important. C'est-à-dire que si vous prenez le cas, par exemple, d'un pays comme la Guinée-Bissau, souvent nous allons chercher des exemples assez éloignés. Et ça, c'est contemporain. C'est en gros 50-75. Amilcar Cabral a fait la révolution la plus difficile sur ce continent africain, face à un pays comme le Portugal, le Portugal a eu une des colonisations les plus violentes. Ceux qui ont fait la révolution des œillets, ils étaient en Guinée-Bissau. En fait, en réalité, c'est le combat de Cabral qui a fait prendre conscience aux officiers progressistes portugais qu'il fallait qu'ils se débarrassent de leur dictature. Cabral a fait en 15 ans ce que plus de 300 ans de colonisation portugaise n'a pas su faire en créant des écoles dans les campagnes, en s'appuyant sur la culture, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et de l'intelligence, de la lutte. Quand j'ai rencontré les amis ivoiriens, quand le FPI est tombé,
je me suis rendu compte que le FPI n'a pas été créé pour faire une lutte de libération. Le parti n'a pas été créé pour ça. Ce qui n'est pas le cas du PIGC, de Cabral. Donc puisons dans notre histoire, même contemporaine, pour voir. De la même manière qu'on élimine aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on éliminait aussi les cabralistes partout. La Guinée de Sékou Touré a fait l'objet de plusieurs tentatives d'invasion des officiers portugais, parce que c'était la base arrière du PIGC. C'est une réalité africaine. Dans certains aspects, c'est même plus difficile que ce que nous vivons aujourd'hui. Si vous prenez le cas de l'Amérique du Sud et de l'Amérique latine, qui pouvait imaginer que l'impérialisme violent que l'Amérique du Sud vivait, qu'un ouvrier pouvait devenir chef d'État au Brésil? Il faut voir qu'est-ce qu'il a fait dans la société pour que les gens comme les Lula passent entre les mailles jusqu'à être chef d'État. C'est parti des communes, c'est parti ainsi de suite. Mais la violence de l'impérialisme en Amérique du Sud et en Amérique latine est même des fois pire dans certains aspects qu'en Afrique noire. Dans les années 50, quand tous les Africains disaient il faut éviter la balkanisation, Diop, chef d'État, il faut éviter la sud-américanisation. Parce que il y a plus de points communs entre l'Amérique du Sud et l'Afrique qui était en train de vouloir se décoloniser que les Balkans, finalement. Vous voyez? Donc moi je pense que le mot organisation, il faut prendre ce mot avec tout ce que cela représente. L'organisation nous oblige à trouver des solutions. Comment faire la dissimulation? Comment faire ceci? Comment faire cela? Ainsi de suite. C'est dans l'organisation. Sans organisation, on ne peut pas le faire. Ça, c'est clair. Et ce que les hommes ont créé comme situation, d'autres hommes sont capables de défaire. C'est le combat de l'intelligence aussi. Ce n'est pas que le combat des armes physiques, j'entends. Puisqu'on ne voit que l'arme physique, Mais souvent en Afrique, nous mangeons avec nos bourreaux. Nous vivons avec nos bourreaux. On peut aussi les atteindre autrement que par les armes physiques. Donc, il y a un niveau d'intelligence de la lutte, donc impose une organisation, je pense. Oui, moi je rajouterais aussi que nous avons souvent un double point faible, c'est-à-dire que nous ne maîtrisons ni notre histoire politique, ni l'histoire politique de nos adversaires. Et ça aussi, c'est un problème. Parce que très souvent, notre histoire politique a été écrite par nos adversaires. Quand on évoquait effectivement le modèle de gouvernement idéal pour les Africains, c'est un débat qui s'était déjà tenu dans un cadre pré-néocolonial. C'est-à-dire qu'au moment des indépendances, c'était déjà discuté la question de savoir s'il fallait aller à un système parlementaire de type 4e République, modèle français, où c'est les partis qui font... voilà, il y a un président de conseil, mais c'est les partis qui mènent vraiment la vie politique du pays, ou s'il fallait plutôt passer à quelque chose, comme ça va être le cas de la 5e République, où on a un président, et puis c'est le président qui a tous les pouvoirs. De Gaulle est arrivé, il a imposé ce système-là à tous les États africains nés des indépendances, qui ont donc repris ce modèle républicain qui ne correspond pas du tout à la spécificité des sociétés africaines, modèle républicain enrobé de laïcité, etc., qui ne correspond pas du tout, donc qui est à éclater, à faire éclater aujourd'hui, de cet aspect-là. D'autre part, il y a aussi la problématique de la libération dans l'unité. C'est-à-dire que les mouvements de libération au niveau de l'Angola ont mené une lutte avec ceux de Guinée-Bissau et du Mozambique, qui a fait chuter effectivement le régime dictatorial qui était présent à Lisbonne. Mais il s'est retrouvé que ces mêmes mouvements de libération n'ont pas été suffisamment unis au moment des négociations pour l'indépendance, pour faire front contre les Portugais, qui même en ayant été vaincus militairement et politiquement, se sont retrouvés comme interlocuteurs et finalement décideurs finaux de ces négociations pour l'indépendance. Donc ça aussi, ce sont des failles que nous devons gérer en amont pour qu'une fois que nous soyons en possibilité de gérer, de diriger, nous n'ayons pas affaire à des divisions internes. Ma position, c'est qu'il faut aujourd'hui être présent dans un certain nombre d'endroits, dans des endroits stratégiques. Il faut savoir identifier les points faibles de la personne, du groupe ou du système que l'on combat, être en mesure de se positionner sur ces points faibles, savoir faire de la prospective, avoir une idée de là où les choses vont bouger pour pouvoir justement s'y préparer au mieux et faire en sorte de pouvoir arriver au pouvoir ou à des formes de pouvoir dans un temps réduit,
dans un nombre d'endroits bien différents qui permettent en fait, ou qui empêchent en fait une réaction immédiate de ceux qui sont en face. Si au moment où Gbagbo avait ces problèmes, si à ce moment-là il y avait eu 5 ou 6 Gbagbo sur le continent africain, ça aurait été très compliqué, la France n'aurait pas pu. Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut faire arriver au pouvoir dans 5 ou 6 endroits différents des personnes qui, si possible, appartiennent justement à la même ligne politique. Donc l'idée du parti politique présent dans différents territoires, donc avec une même communauté de pensée, une même vision idéologique, une même base programmatique, qui inclut dans cette base programmatique l'idée qu'une fois que chacun dans son territoire arrive au pouvoir, il met en place l'Union, donc les États-Unis d'Afrique, tant et si bien que la population est informée des conséquences de ses choix politiques. Elle sait que lorsqu'elle va aux urnes, elle va réellement faire un choix historique, non pas savoir si ça va être Bongo ou Ping. Et ça, c'est très important à travailler. Étudier les points faibles, sécuriser le mouvement, travailler effectivement sur les dynamiques de coopératives et d'autofinancement. Ça aussi parce qu'il y a beaucoup de groupes actifs, dynamiques sur le continent africain, même parce qu'ils n'ont pas de soutien politique. En face, ils ont d'autres personnes qui vont être soutenues par des entreprises liées à l'État chinois ou par Bolloré, donc c'est très compliqué. Donc il faut mettre en place une force politique qui puisse les soutenir. Et une fois que tout cela est organisé, eh bien il faut l'expérimenter, il faut essayer, il y aura des erreurs, il y aura peut-être des échecs ici ou là, ça a été l'histoire des luttes, mais en tout cas il faut rentrer dans ces dynamiques-là. Quand on déplore cette idée de ni continuité ni alternance, on est dans une situation dans laquelle on ne peut plus durer parce que le monde est en train de connaître des ruptures et il n'est pas normal que le continent africain reste en fait dans cette position à l'écart de ce qui se passe dans le monde. Je pensais à quelque chose de parce que par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai que s'il y avait 2 Gbagbo, ça aurait été difficile, mais le problème c'est que les adversaires s'arrangent pour ne pas qu'il y en ait 2 à la fois. Quand il y a eu Sankara qui a commencé à faire des ennemis dans l'Afrique occidentale, effectivement, à un moment donné, ils l'enlèvent pour ne pas qu'un autre Sankara sorte d'un autre côté, et ainsi de suite. Ils sont en avance sur nous. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas judicieux, c'est vraiment réfléchissant, qu'on ait à la limite la même date d'élection sur les continents africains. Parce que c'est vrai, non, c'est un des rêves les plus fous. Parce que ça au moins, imaginons que tous les pays font les élections du président à la même date. Alors, parce qu'ils ont le temps, avec les dates décalées, 58, 60, 62, 61, ils ont le temps de gérer l'Afrique occidentale. Et ils savent bien qu'un Sankara, si on le laisse là pendant 5 ans, c'est foutu. Il y a un autre Sankara qui va l'être à gauche et à droite et patati. Donc, ils arrivent toujours à décapiter. Si vous avez remarqué, tous les 10-15 ans, en Afrique, on décapite un révolutionnaire qui a compris le peuple. Moi, j'ai noté toutes les dates. Hein. Là, par exemple, vous dites 10-15 ans, mais pour les années 60, c'était tous les 3 mois. Oui. C'est vrai. Mais moi, j'ai remarqué qu'ils sont toujours en avance, ils sont toujours précurseurs, on est infiltrés, il y a des enregistrements partout, ils ont 10 coups d'avance sur nous. Donc, c'est vrai que dans l'idéal, c'est d'avoir 3 ou 4 personnes dans Amical Cabral ou Sankara ou Gbagbo, j'en sais rien, en même temps pour pouvoir faire une force vraiment qui marche avec le peuple. Mais on n'aura jamais cette chance-là. Si, on aura cette chance si nous réussissions de faire une organisation qui forme 10 000 Sankara, 10 000 Lumumba, 10 000, ils ne vont pas tuer chaque seconde des Sankara et des Lumumba. Donc il faut s'organiser pour le processus. Mais les gens sont prêts. Moi je sais que sur 2 pays, j'ai vu que le peuple est prêt à cela. Il y a des territoires stratégiquement prenables. Déjà, je suis désolé, je suis arrivé en retard, donc peut-être que la question a déjà trouvé réponse. Mais moi, je voulais juste savoir s'il y avait justement un support, un document qui nous permet d'avoir une vision un peu plus claire de cette notion de panafricanisme. Parce que, enfin, moi, ma compréhension panafricanisme, c'est rassembler les pays africains. Après, derrière, est-ce qu'il y a une réelle réflexion de ce terme et des réponses dans tous les domaines, que ce soit économique, sociopolitique, et est-ce que, justement, on peut se procurer d'un document qui nous explique et qui nous éclaire un peu plus sur cette notion-là? Oui, alors sur les documents, il y a quand même eu pas mal de chercheurs, de savants, d'intellectuels, de militants qui ont écrit sur le panafricanisme. Vous avez par exemple un petit ouvrage de Cheikh Anta Diop sur les fondements d'un État
fédéral qui expose de manière programmatique comment le continent africain pourra devenir autonome et autosuffisant en termes d'énergie, en termes d'industrialisation, tout en respectant donc les valeurs environnementales plus de 40 ans avant qu'on parle de la COP et de ces choses-là. Donc ça montre à quel point aussi la notion de nature a toujours été présente dans la conception du panafricanisme, la notion d'équilibre, de justice, une réflexion aussi corrélée en fait aux anciens systèmes politiques, juridiques et sociaux des sociétés africaines, on va dire précoloniales, mais qui ont quand même connu une certaine continuité jusqu'à nos jours. Donc il y a quand même pas mal de travaux, de documents, de sources qui permettent en fait de comprendre les possibilités, les potentialités de ce mouvement. Kwame Nkrumah a écrit un livre qui s'appelle « L'Afrique doit s'unir », qu'il avait distribué juste avant la conférence d'Addis Abeba qui a donné naissance à l'OUA en 1963, où il expliquait que les États-Unis d'Afrique, c'est mettre en commun, à l'échelle du continent africain, la politique monétaire, économique, diplomatique et militaire, ce qui permet en fait au continent africain de rayonner dans le monde, de mieux défendre ses intérêts dans le monde, de mieux défendre les intérêts de sa diaspora dans le monde, tout en permettant d'assurer la sécurité à l'intérieur des frontières à travers un système qui ne serait pas des armées nationales, qui n'ont pas de sens en tant que tel, mais un système de police qui ensuite délèguerait à une armée continentale la sécurité lorsque le continent fait face à des défis beaucoup plus importants. Sur les questions également de réflexion économique, il y a un rejet des modèles entre guillemets capitalistes comme socialistes et une recherche en fait du développement endogène qui s'appuie là aussi sur une réflexion sur la valeur d'échange, la valeur d'usage, les appareils et outils de production, la redistribution des richesses, etc. Donc il y a quand même des éléments qui permettent de voir que le panafricanisme, ce n'est pas quelque chose qui est sorti d'un matin comme ça, quelqu'un qui s'est levé, c'est quelque chose qui est travaillé. C'est une idéologie qui a plus de 2 siècles d'existence, qui a été affinée, qui s'est réadaptée, qui n'a pas de date d'expiration, donc ça aussi c'est très, très intéressant, et qui n'a surtout jamais pensé en fait la renaissance de l'Afrique sous le modèle en fait de soumettre le reste du monde, de soumettre d'autres Africains à d'autres Africains. Donc il y a une dimension de réhumanisation dans le panafricanisme qui est très importante, une dimension de réconciliation. Et je crois que cette dimension de réconciliation, elle est importante et elle diffère totalement de ce que nos régimes proposent quand ils parlent de gouvernement d'union nationale, de dialogue inclusif, etc. Il y a vraiment des valeurs éthiques, morales, politiques qui s'inscrivent dans des luttes politiques. Donc il y a de la matière. Au niveau de la Ligue, on produit pas mal de réflexions, d'analyses et de documents, dont certains, je tiens à le dire, sont utilisés dans des cadres beaucoup plus stratégiques et confidentiels. Il y a des thématiques sur lesquelles nous avons été consultés, qui sont des thématiques très importantes et très stratégiques. Donc nous avons une crédibilité aussi bien au niveau de la Ligue que dans la manière dont nous défendons nos idées et dans la manière dont nous travaillons avec des partenaires qui soit sont fondamentalement panafricanistes ou soit trouvent sur tel ou tel aspect un intérêt en fait à promouvoir cette idée. Donc il n'y a pas de contradiction, le panafricanisme c'est très probablement la seule vision possible pour le continent africain et pour la diaspora dans ce XXIe siècle. En tout cas, je voulais vous remercier en disant que nous nous battons pour la souveraineté, pas que comme un vain mot. La souveraineté, c'est concret, c'est-à-dire que nous voulons par exemple qu'il y ait une constitutionnalisation, la transformation des matières premières sur le continent, sauf si un gouvernement démontre qu'il ne peut pas le faire sur place, ce qui absorberait tout le lot des jeunes qui sont au chômage, ainsi nous pourrons limiter en fait, toute cette déperdition sur les mers, qui sont devenus aujourd'hui le plus gros cimetière. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne se fait pas tout seul. C'est un engagement politique. C'est pourquoi nous sommes une organisation politique. Les vœux, c'est une chose, mais l'action, c'est notre engagement. Il est très important de le noter. La démocratie sans souveraineté est un leurre. Ce qui n'était qu'une intuition pour Lumumba est devenu pour nous une vraie tragédie. Je vous remercie.